J'accueille Marie-Christine Lanoux, pharmacienne coordonnatrice à l'Omédite Centre, Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Je vous remercie Marie-Christine d'avoir accepté d'échanger sur la question des porteurs de messages. Alors lors des états généraux, 5 porteurs de messages ont été identifiés, le médecin, le pharmacien, les autorités sanitaires, les notices dépliants et les associations de patients. Et curieusement, les laboratoires pharmaceutiques n'apparaissent pas. Alors, ce n'est pas une erreur de notre part, on n'a pas volontairement omis cet acteur, c'est simplement qu'en fait les acteurs n'ont pas, les patients n'ont pas spontanément identifié les laboratoires pharmaceutiques comme des porteurs de messages potentiels. Alors comment est-ce qu'on doit l'interpréter ? Est-ce qu'on se dit finalement le patient sait que le message va forcément être plus ou moins orienté et donc du coup il n'est pas prêt à recevoir ce message? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter ou est-ce qu'il y a d'autres interprétations possibles? Alors on voit bien que sur cette chaîne d'acteurs, de porteurs de messages, chacun a un rôle, chacun a une place. Effectivement, on s'est interrogé sur l'absence spontanée de désignation de l'industrie pharmaceutique comme un porteur de messages. De nombreux travaux ont fort bien montré qu'il existe un manque de transparence et de confiance dans le secteur pharmaceutique pour diverses raisons que nous connaissons tous assez bien, notamment ceux qui étaient évoqués dans le film sur les scandales sanitaires qu'on a pu vivre en France, mais pas seulement. Il semble que le sentiment général exprime finalement que le profit précède le bien de la population. Et l'industrie pharmaceutique internationale, qui joue un rôle très fort en termes de développement, de production, de fabrication des médicaments, donc est un acteur essentiel pour le bien-être de cette population, est également identifié comme un financeur majeur de la formation médicale continue et de la recherche. Donc les intérêts sont finalement assez croisés et l'OMS elle-même identifie bien ce conflit d'intérêts inhérent entre les objectifs commerciaux légitimes de l'industrie pharmaceutique et les besoins sociaux, médicaux et économiques des fournisseurs de soins et du public, de sélectionner et d'utiliser des médicaments de la façon la plus rationnelle. Donc on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts incontournable et qu'il faut admettre, ce qui peut peut-être expliquer cette réserve des patients. Alors, outre cette réserve, la deuxième chose frappante qui ressort des restitutions est que la relation que les patients tissent avec leur médecin spécialiste n'est pas toujours satisfaisante à leurs yeux. Alors parfois, certains patients sont tout à fait satisfaits de la relation qu'ils entretiennent avec leur médecin spécialiste, et pour d'autres, ce n'est pas du tout satisfaisant. Alors soit parce qu'effectivement, ils n'ont pas pu ou su poser les questions au bon moment face à leur médecin spécialiste, soit parce que le médecin spécialiste n'a pas exploré les craintes ou les questions potentielles du patient, ou encore parce que le patient avait des attentes par rapport à ce qu'il avait lu dans les forums ou entendu auprès d'autres patients. Et j'ai notamment en tête l'exemple d'une patiente lors des restitutions qui expliquait que lors de sa consultation chez le médecin spécialiste, elle s'attendait à recevoir une plaquette bien précise sur sa maladie et finalement elle ne l'a pas reçue, elle n'a eu que l'ordonnance. Et du coup elle était un peu frustrée en se disant j'ai reçu mon ordonnance puis c'est tout. Donc elle avait des attentes et le médecin n'a pas répondu à ces attentes. Et ce qui ressortait aussi, c'est que les attentes diffèrent selon qu'il s'agit du médecin spécialiste ou du médecin généraliste. Donc de manière générale, comment faire pour que le médecin, spécialiste en l'occurrence, puisse répondre de manière favorable au niveau d'exigence exprimé par le patient? Alors on a bien vu dans le film que finalement plus le niveau d'expertise du professionnel et du médecin que l'on a en face de soi, plus ce niveau d'expertise est reconnu et élevé, et finalement moins on supporte ou on accepte de ne pas disposer de l'information que l'on est en droit d'attendre. Ceci semble tout à fait légitime puisque notre Code de la santé publique a fort bien identifié, dans le domaine du médicament en tout cas, que seuls certains spécialistes ou certains médecins hospitaliers étaient à même de prescrire certains médicaments.
Ce qui veut dire qu'on reconnaît à ces professionnels un niveau d'expertise au regard de médicaments pour lesquels il y a besoin d'une prise en charge spécifique ou d'un encadrement spécifique ou d'une pathologie toute particulière, voire même d'une innovation ou d'un problème de santé publique. Donc le Code de la santé publique place finalement déjà ces prescripteurs dans un niveau d'expertise supérieur à ceux que l'on pourrait attendre d'un médecin généraliste. Ceci ne doit pas dispenser ces médecins experts de répondre au code de déontologie de la médecine, mais aussi aux recommandations de la Haute Autorité en Santé, puisque celle-ci finalement demande à tout prescripteur ou à tout médecin d'être dans un dialogue avec son patient, d'être dans une démarche d'écoute, de s'assurer que le patient a bien compris ce que le médecin essaye de lui expliquer en faisant reformuler par le patient ce qu'il a compris. Et contrairement à ce qu'on peut lire dans votre remarque finalement en termes de frustration, c'est d'abord une information orale qui doit être donnée au patient et dans un deuxième temps ou de façon complémentaire une information écrite. Mais la transmission orale de l'information, elle est essentielle. Ce qui peut certainement manquer aux spécialistes comme aux généralistes, c'est peut-être des méthodes finalement pour communiquer et s'assurer de la bonne compréhension par les patients de l'information qui leur est donnée. Et ça, je ne suis pas certaine que les études aujourd'hui médicales ou même des autres professionnels l'enseignent bien. On parle d'éducation thérapeutique, on parle d'entretien thérapeutique et ce sont des techniques effectivement d'apprentissage qu'il faudrait peut-être chercher à développer. Donc un spécialiste a un plus haut niveau d'expertise parce qu'il est sur une moins de pathologie finalement dont il est le détenteur en termes de connaissances et de compétences. Par contre, effectivement, on attend de lui un avis et des informations plus pointues, plus précises. Par contre, le moment de donner cette information n'est pas toujours en un seul instant. Il doit aussi être capable de dire ou de comprendre que ce qu'il a donné était important. C'est cette fameuse sidération, cette information qui arrive à un instant T pour un patient, pour lequel le patient n'est plus en mesure finalement d'entendre autre chose parce qu'il est sidéré. Et il faut que le spécialiste soit dans ces cas-là en capacité de proposer un autre rendez-vous, un autre entretien, et que le patient revienne avec des questions lorsqu'il aura un peu digéré l'information qui lui a été donnée. Alors justement, quand le patient est justement assez déçu de l'entretien qu'il a eu avec son médecin spécialiste, il se tourne volontiers vers le pharmacien d'officine. Alors, parce qu'il tisse une relation de proximité, parce que peut-être qu'il n'y a pas ce phénomène de sidération. Et comme pour les laboratoires pharmaceutiques, on parle du pharmacien d'officine, mais on ne parle pas du pharmacien hospitalier. Alors là encore, on pourrait se demander pourquoi est-ce que le pharmacien hospitalier n'aurait pas aussi un rôle à jouer, d'autant qu'un certain nombre de biomédicaments sont administrés à l'hôpital et un certain nombre d'autres sont initiés à l'hôpital. Absolument, Fanny, vous avez tout à fait raison. Et ça aussi, ça nous a frappé quand on a fait ce petit débriefing avant la soirée. Alors, les pharmaciens hospitaliers existent. Il en existe dans chaque établissement sanitaire, établissement de santé, voire même dans certaines EHPAD. Ils sont peu visibles. Ils sont 4 fois moins nombreux que les pharmaciens d'officine. Il y a plus de 21 000 officines en France. Il y a 6 500 pharmaciens hospitaliers dans ce qu'on appelle les pharmacies à usage intérieur. Alors, les temps changent grâce au développement de la pharmacie clinique. Aujourd'hui, les pharmaciens hospitaliers, on les voit essentiellement lorsqu'il y a de la vente aux patients de ces fameux médicaments qui sont réservés à l'hôpital, qu'on ne trouvera jamais en officine. Mais on les voit aussi maintenant de plus en plus, petit à petit, et on a bon espoir que ça évolue vraiment, lorsqu'ils jouent leur rôle de pharmacien clinicien, pouvant se rendre parfois au chevet de certains patients qui le nécessitent. En tout cas, dans les établissements sanitaires, ils ont un rôle, tout comme leurs collègues officinaux, de validation et d'analyse des prescriptions, et ils ont un rôle de transmetteur, en tout cas porteur d'informations
destinés aux patients. Alors ils peuvent intervenir dans la rédaction de ces documents à remettre aux patients. Ce ne sont pas eux qui les remettront aux patients, ça peut être l'équipe soignante, l'équipe infirmière, le médecin, mais ils sont un peu dans l'ombre aujourd'hui. Par contre, le développement fort des liens ville-hôpital, ce qu'on appelle la continuité médicamenteuse qui est fortement prônée aujourd'hui dans les bonnes pratiques, l'évolution inhérente, enfin inéluctable des nouvelles galéniques, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de formes intraveineuses transformées par la voie sous-cutanée dont l'administration se fera en secteur ambulatoire et plus dans le secteur hospitalier, voire même le développement des chimiothérapies anticancéreuses orales, font qu'il doit y avoir un début d'information qui part de l'hôpital, mais dont le relais se fera forcément par les collègues officinaux. Et cette information, elle doit être cohérente de l'un à l'autre. Et il faut se voir comme dans un relais d'information. Chacun a, à un moment, une information à donner qui doit être la même. Alors, justement, sur la question des informations, les notices, parfois, comportent certains paragraphes anxiogènes aux yeux des patients. On a vu des extraits sur les probabilités de cancer, d'infection, etc. Et donc, forcément, ça peut interpeller le patient, créer en lui des inquiétudes. Alors, on comprend tout à fait que l'accès à l'information sur les risques encourus soit un droit fondamental du patient et il ne s'agit pas de le remettre en cause. Ceci dit, on peut se dire aussi que cette information sur les risques encourus peut générer chez le patient des inquiétudes, des angoisses. Et du coup, est-ce que ça ne peut pas mettre à mal son acceptation du traitement, donc son observance et donc sa persévérance sur le long cours ? Alors c'est effectivement souvent cité par les patients. Le problème, c'est qu'on ne peut pas agir sur une notice d'un médicament, puisque ceci est très encadré, que c'est soumis à la validation par notre agence sanitaire nationale de santé, la NSM, voire l'agence européenne des médicaments, puisque la majorité aujourd'hui des AMM sont européennes, et donc personne ne peut agir là-dessus, et que le contenu de ces notices est effectivement très formalisé en termes de bonne utilisation, indication, contre-indication, mais aussi effet indésirable, ce qui pose un souci, puisqu'ils ne sont pas sériés en termes de gravité ou de fréquence. Et que c'est seulement en s'attardant dans l'analyse des études qui ont permis d'obtenir finalement cette autorisation de mise sur le marché qu'on est capable de savoir si ces événements indésirables identifiés, attendus lors des essais cliniques qui ont permis la mise sur le marché étaient fréquents ou pas, et graves ou très graves, ou pas du tout. Donc par rapport à cette notice, il y a peu de choses à faire. C'est pour ça qu'on a besoin aussi du regard d'un expert qui peut être l'expert médical, l'expert pharmaceutique, afin d'apporter ce type d'information. Et puis, il y a aussi la capacité finalement des associations de patients à s'emparer elles-mêmes finalement de l'écriture ou de la conception de documents destinés aux patients. Le problème, c'est que là encore, nous sommes confrontés à un formalisme très lourd suite aux recommandations de la Haute Autorité en Santé de 2012 qui tiennent quand même en une dizaine de pages avec structuration du contenu, de la rédaction, par des pilotes, des coordonnateurs, des testeurs, ce qui fait qu'on voit finalement très peu d'outils de ce genre aboutissant à des documents qui seraient très adaptés aux interrogations des patients en la matière. Alors, on voit de manière générale finalement que les patients, ils ont besoin d'avoir des informations et d'être rassurés, notamment sur la question de la sécurité. Ça a été évoqué dans la précédente vidéo, d'autant que l'esprit des patients est assez imprégné par les différents scandales sanitaires qui ont ponctué ces 30 dernières années. Alors, ma dernière question concerne les autorités sanitaires. Est-ce qu'elles ont vraiment pris la mesure du besoin de communication autour des biosimilaires pour justement rassurer les patients, pour leur donner les bonnes informations, adapter et surtout ne pas réitérer l'expérience des génériques? Alors là, je suis très négative dans mes propos, puisqu'aujourd'hui viennent de sortir les nouvelles recommandations de la NSM sur les biosimilaires que nous attendions depuis 1 an.
Je suis consternée de vous apprendre qu'arrive un nouveau terme qui est celui, enfin il n'arrive pas, mais en tout cas on ne l'a pas entendu dans nos propos d'aujourd'hui, dans les mots qui étaient utilisés, c'est celui de l'interchangeabilité, dont là encore il va falloir s'attarder, s'attacher à trouver une définition simple à destination des patients. Et ce qui est d'autant plus sidérant, c'est que ces recommandations que nous attendions depuis un an, puisqu'elles étaient censées faciliter finalement l'accès aux biosimilaires tout en les encadrant, apportent à mon sens encore peut-être plus de flou qu'auparavant. Je vais quand même vous lire ce que nous dit aujourd'hui l'ANSM. Elle exprime que si le choix entre deux médicaments biologiques, médicaments de référence ou médicaments biosimilaires, reste libre en l'absence de traitement antérieur identifié, il n'est cependant pas souhaitable, pour des raisons de sécurité et de traçabilité, de modifier la prescription initiale en remplaçant une spécialité par une autre sans garantie. Au vu de l'évolution des connaissances et de l'analyse continue des données d'efficacité et de sécurité des médicaments biosimilaires au sein de l'Union européenne, il ressort qu'une position excluant formellement toute interchangeabilité en cours de traitement ne paraît pas justifiée. Ainsi, si tout échange non contrôlé entre médicaments biologiques, médicaments biosimilaires ou médicaments de référence doit être évité, une interchangeabilité peut toutefois être envisagée, à condition de respecter les conditions suivantes. Un patient traité par un médicament biologique doit être informé d'une possible interchangeabilité entre deux médicaments biologiques et donner son accord. Il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement. Une traçabilité sur les produits concernés doit être assurée. Donc j'ai envie de vous dire qu'on y voit peut-être encore un peu moins clair qu'au début finalement des présentations des uns et des autres, malheureusement. Voilà. Et alors, le plus dramatique à mon sens, et là c'est un avis tout à fait personnel, mais permettez-moi d'exprimer, c'est que je pense que l'ANSM avait quand même un an pour prévoir de donner des définitions adaptées, simples à comprendre pour les patients en termes d'interchangeabilité, à ne pas finalement faire peser, parce qu'on voit bien que là, elle est contrainte et forcée de nous soumettre une recommandation comme celle-ci, puisqu'elle emploie quand même les mots qualité, sécurité sans garantie, et qu'on voit bien que c'est le poids de l'Europe qui est derrière sa décision, alors qu'elle ne la soutient pas vraiment. Donc je pense que les professionnels de santé vont quand même être en grande difficulté pour être très convaincants auprès de leurs patients et les rassurer sur cette notion d'interchangeabilité. Voilà. Donc je pense qu'elle n'a pas joué son rôle en termes de communication. Je vous remercie Marie-Christine, on va du coup clôturer cette thématique. Alors une fois qu'on sait que les termes employés ne sont pas anodins dans l'esprit des patients, qu'on a connaissance des informations attendues par les patients et qu'on sait que les différents porteurs de messages sont perçus par les patients différemment, eh bien on peut maintenant s'interroger sur la manière de diffuser l'information. Je laisse la place à Juliette Evon pour animer cette dernière thématique. Merci Fanny. Alors bonsoir à tous, Juliette Evon, je suis ingénieure d'études en gestion dans le cadre du programme ARD 2020 biomédicaments. Donc dans un premier temps, je vous propose de visionner la 4e et dernière vidéo de cette soirée sur la thématique « Comment diffuser un message ». Par la suite, on accueillera à nouveau, et pour notre plaisir, le professeur Emmanuel Ruch. Merci.